Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Je vais attendre quelques minutes encore avant de commencer, peut-être 1 ou 2 minutes, pendant que les gens se connectent et on va commencer très bientôt. Merci. Alors, bonjour. Bienvenue encore une fois à ce webinaire. Merci d'abord d'être présent. Mon nom est Marc Larivière. Je serai modérateur pour cette session qui sera présentée par Christian Scott. Nous allons aborder la résilience face au changement climatique dans vos installations de traitement d'eau. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît, Christian. Alors, comme préambule, vous devriez m'entendre en ce moment. Vous avez deux options pour le son, comme vous voyez à l'écran. S'il y a un problème qui persiste, vous pouvez nous écrire une question et on a quelqu'un au bureau qui pourrait vous répondre et vous aider pour ceci. Et remarquez que votre micro est automatiquement mis en mode silencieux, donc il n'y a pas de problème de votre côté. Alors, poser des questions pendant la présentation, ça nous fait plaisir en utilisant l'onglet en haut à droite. Nous aurons une période de questions à la fin on va essayer de répondre au plus de questions possibles par la fin. Sinon, évidemment, on pourra vous répondre par courriel ou discuter par la suite. Alors, ce webinaire fait partie d'une série de conférences qu'on offre au mois de mai. Principalement, comme vous voyez ici, il y a des sujets, des domaines municipaux et industriels. Donc, on vous invite pour plus d'informations à aller sur notre site que vous voyez en bas ici, veoliawatertechnology.ca pour plus d'informations. Alors, nous avons également plusieurs webinaires qui sont disponibles en tout temps, en mode à la demande. Donc, présentement, vous voyez une adresse ici plutôt en anglais. Donc, ce sont des webinaires en anglais à l'adresse que vous voyez présentement. Et nous avons aussi des webinaires en français qui sont disponibles à l'adresse que vous avez vue sur la diapositive précédente, donc qui est le .ca. Et d'ailleurs, la présentation qu'on fait cet après-midi sera disponible d'ici quelques jours là, sur la même adresse, l'adresse canadienne de Veolia. Alors, vous recevrez un certificat dans les prochains jours de formation en continu pour vos ordres professionnels. Donc, ça sera disponible très rapidement. Et Christian. Et pour souligner en fait votre présence, et si vous remplissez le sondage, vous serez éligible donc à recevoir une carte cadeau de 25 $ chez Amazon. Alors, voilà. Bon, pour la plupart, j'imagine que vous nous connaissez quand même relativement bien, mais très rapidement, pour donner la parole à Christian le plus possible,
Bon, d'abord, nous avons accès à une panoplie de différentes technologies qui sont, pour la plupart du temps, testées par nos opérateurs, parce qu'on a une division opérateur, donc ce qui nous donne quand même une expertise assez intéressante. Nous réalisons aussi des projets, disons, de type clé en main, par exemple, avec des garanties de performance. Et enfin, on a une gamme complète de services après-vente. Alors, notre présentateur cet après-midi est Christian Scott. Je vais vous lire rapidement une biographie de Christian. Alors, diplômé en génie civil de l'École polytechnique de Montréal avec une spécialisation en environnement, Christian a complété des études supérieures en gestion de projets d'ingénierie. Il a travaillé 11 ans en génie conseil, concevant et mettant en œuvre un large éventail de projets en eau potable, en traitement des eaux usées municipales, ainsi que dans l'industrie, en eau de process et en traitement et recyclage des effluents. Depuis 1998, Christian travaille chez Veolia Water Solutions et Technologies Canada. Il occupe les postes de directeur du département d'ingénierie des procédés, puis de directeur technique pendant près de 20 ans. Œuvrant maintenant à titre de directeur veille stratégique en lien avec les centres d'expertise de Veolia dans le monde entier, il est aussi chef de produit pour la famille Actiflow. Alors, Christian, la parole est à toi. Merci. Bien, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, les confinés et les non confinés. Si actuellement l'actualité et notre actualité en particulier est un peu envahie par des questions plus médicales, épidémiologiques, on va s'en sortir et on va se retrouver dans le monde normal. Et le monde normal, il y a des tendances qui sont des grandes tendances qu'on observe au niveau du 21e siècle et qui ne touchent pas que ses habitants, mais aussi la planète. Et parmi ces grandes tendances, les changements climatiques figurent à bonne place. Et nous devons tous faire face aux conséquences de ces changements climatiques-là et des grands changements que la planète vit. Et c'est là que la résilience entre en jeu. Donc, la présentation aujourd'hui, on va commencer par introduire quelques définitions du concept de résilience, en particulier dans notre domaine au niveau du traitement des eaux. Je vais revenir rapidement sur une technologie connue qui est l'Actiflow, qui est présente au Canada, particulièrement au Québec depuis longtemps, et qui a fait ses preuves en ce qui concerne la robustesse, qui est un concept qui est proche de celui de la résilience. Et on va montrer des exemples justement où cet Actiflow a démontré une performance, une adaptabilité dans des cas particuliers en lien avec les changements climatiques et autres. Et on va introduire une technologie de la famille Actiflow qu'on appelle l'Actiflow Carb, qui vient compléter les qualités, les caractéristiques que l'Actiflow a dans nos projets, avec quelques exemples ici aussi. Donc, la résilience. Qu'est-ce que la résilience? On regarde directement sur Internet rapidement dans Wiktionnaire. Il donne une définition psychologique de la résilience, capacité de l'être humain ou d'une société à résister à une épreuve brutale et en tirer profit pour se renforcer. Intéressant de s'améliorer à partir d'une épreuve. Comment une ville peut appliquer un concept comme celui-là? Comment peut-elle s'adapter aux chocs, aux risques des règlements climatiques qui en font partie? Comme l'a mentionné Marc tout à l'heure, Veolia est une entreprise qui, au-delà de fournir des technologies, c'est une entreprise mondiale qui a 165 ans d'expérience à être au service des communautés
et de l'industrie, mais aussi être à son service au niveau de l'exploitation de stations. En tant qu'exploitant, Veolia doit faire face à tous les chocs et les risques et s'assurer d'offrir des services et des technologies qui permettent de passer avec succès au travers de ceux-ci. Donc, Veolia a beaucoup étudié le concept de la résilience et une des définitions qui en ressort, anticipation des risques plutôt que la seule reconstruction. On parle d'une logique de prévention, capacité de s'allier pour faire du risque une opportunité de croissance. Au niveau du traitement des eaux, comment cela se décline-t-il? Qu'est-ce que le traiteur d'eau, les stations d'eau potable, les stations d'eau usée, quelles sont les grandes menaces qu'on voit dans les nouvelles, qu'on voit partout dans le monde de plus en plus et qui apportent certains stress, disons, aux autorités qui doivent s'assurer d'offrir des services au niveau de l'eau. Ben, des inondations. Cette année, on a été chanceux. Il y en a eu dans certaines régions, mais la grande région de Montréal a été plutôt, je crois, épargnée, en tout cas comparée à d'autres années. Avec la situation actuelle, heureusement, ça n'a pas été une année dramatique du côté des inondations, mais on en voit de plus en plus souvent. Des feux de forêt aussi. Il y en a partout, et puis pas seulement en Australie puis en Californie. On en voit dans l'Ouest canadien, on en voit au Québec aussi, et on en voit de plus en plus. Des lacs, des cours d'eau qui se retrouvent avec des algues, des cyanotoxines. On en voit aussi des pipelines. Ici, on ne parle pas de changement climatique, mais c'est aussi un risque devant lequel il faut être résilient. Des hydrocarbures, on a beaucoup parlé de transport d'hydrocarbures au cours des dernières années. Eh bien, il faut aussi se prémunir contre ça. Les pesticides, on en parle aussi de plus en plus. De notre côté de l'Atlantique, en Europe, les débits d'eau de rivières sont beaucoup plus faibles. Ils ont des concentrations qui les ont obligés à s'attaquer à ce problème-là il y a des décennies, mais ici, on ne peut plus l'ignorer non plus. Et différents autres polluants émergents. On parle de perturbateurs endocriniens, on parle de pharmaceutiques, on parle de micro et de nanoplastiques. Et ce n'est pas fini, il y en aura d'autres. Hein. On parle beaucoup au sud de la frontière des PFAS, PFOS, les composés perfluorés. Qu'est-ce qui viendra d'autre? Les terres rares, on parle de gallium-67. En tout cas, il faut se préparer. Donc, l'Actiflow, un procédé robuste. Donc, c'est un clarificateur, vous savez, à floc lesté. Sa fonction principale touche plusieurs des éléments qu'on a effleurés tout à l'heure. On parle de très forts enlèvements de polluants, que ce soit des turbidités qui soient faibles ou élevées, de la matière organique naturelle, du carbone organique total. C'est tous des éléments qui sont amenés par les inondations, les feux de forêt, etc., les algues et autres. Peut-être un petit rappel de comment fonctionne la décantation à floc lesté, le procédé Actiflow. C'est un procédé physico-chimique, c'est un décanteur essentiellement performant, mais qui inclut toute la préparation physico-chimique en amont, avec dosage de coagulants, période de coagulation qu'on essaie d'optimiser après avoir fait des différents essais en laboratoire, des jar tests, essais pilotes. On réussit à trouver la chimie idéale pour les solides et les organiques qui sont présents dans les différentes eaux à traiter. On a suivi par une flocculation.
La flocculation, peut-être que ceux qui ont des ActiFlow, qui connaissent la technologie ActiFlow, ne reconnaissent pas l'équipement qui est au centre du deuxième bassin, identifié par un bassin 3. On parle de flocculation turbomix. Le turbomix, c'est une avancée de l'ActiFlow au cours des dernières années où on a conçu un système de mélange qui se veut optimal pour la création de flocs. Dans le contexte de l'ActiFlow, c'est-à-dire une flocculation qui vient s'adjoindre le microsable, qui est montré ici via l'hydrocyclone. L'ajout de microsable vient lester les flocs formés. Et ce système de turbomix est un mélange qui est le plus près possible de l'idéal, qui se retrouve avec un draft tube au centre, excusez l'anglicisme, et un mélange radial autour du turbomix, qui fait un mélange doux et optimal. Et lorsque le floc est marié avec le lest, qui est le microsable, et que chaque floc est bien marié avec un grain de microsable, lorsqu'on passe du côté du décanteur, eh bien, ça tombe comme une roche. C'est vraiment une décantation extrêmement rapide. Et c'est la rapidité de cette décantation-là qui permet d'avoir une décantation beaucoup plus petite en surface et qui permet d'avoir donc un footprint minimal au niveau de l'unité. Comme vous voyez, les bouts et le microsable sont ramassés par un racleur au fond, récupérés par une pompe de recirculation et retournés à l'hydrocyclone, où il y a une séparation entre la boue qui est éliminée et le sable qui est retourné avec une efficacité très importante vers le système. On parle de très faibles pertes. En eau potable, on va dire de 1 à 2 grammes par mètre cube d'eau traitée. Quels sont les atouts de cette technologie? Eh bien, justement, à cause du microsable, la robustesse, c'est-à-dire une stabilité de procédé. Le floc a une densité extrêmement faible par rapport à celle du microsable. Et donc, quelle qu'en soit la quantité ou la température de l'eau, je ne l'ai pas mentionné sur la présentation, mais la température, c'est important. La viscosité, le changement de viscosité de l'eau dû à la température est négligeable par rapport à la densité du ballast, qui est de 2,6 et plus au niveau du microsable. Donc, cette masse de sable qu'il y a à l'intérieur du système au niveau de la flocculation, on parle de 5 à 10 grammes par litre. Donc, c'est une masse beaucoup plus importante que toute entrée de solide, de turbidité, de matière en suspension, de matière organique, ce qui donne vraiment une stabilité au niveau de la performance et du traitement. Flexibilité. Alors, ça veut dire un temps de réponse court, temps de réponse rapide. Quand on parle, comme on parlait tout à l'heure, d'événements catastrophiques ou d'événements subis liés au changement climatique, comme des orages, des inondations, eh bien, on a besoin d'avoir un système qui réagit rapidement parce qu'on peut avoir des pointes très rapides au niveau de la qualité de l'eau. Et j'ai déjà vu des exploitants de stations avec des systèmes statiques qui ajustaient leur dosage et qui attendaient plusieurs heures avant de voir si l'ajustement était adéquat avec un système, avec un court temps de rétention hydraulique comme l'ActiFlow. On a une réponse presque immédiate. On est capable d'ajuster extrêmement rapidement le système à la qualité d'eau variant.
J'ai mentionné donc la très faible emprise au sol. On voit à droite que on ne parle pas ici de 1, 2, 5 ou même 10 mètres heure. On se retrouve à de l'ordre 40, 60. Bon, le 200 que vous voyez là, c'est en eau usée, c'est des eaux d'orage, mais dans un contexte d'eau potable, on va parler sans problème de 40 à 80 mètres heure. L'Actiflow est une technologie standard avec jusqu'à 85 mètres heure avec une fiche au niveau du Québec. Donc, l'emprise au sol, évidemment, mène à des travaux de génie civil réduits. C'est aussi un système simple à exploiter et avec beaucoup d'expérience. On parle de plus de 1000 références dans le monde dans différentes applications. Au Canada seulement, on a plus de 185 installations et vous voyez sur cette carte qu'elles sont réparties sur l'ensemble du territoire. Vous voyez en bleu, ce sont des stations d'eau potable. Donc, on en a quelques-unes de très importantes au Québec, Laval, Saint-Lambert, à Québec même, plusieurs municipalités sur l'ensemble du territoire et des grandes stations aussi dans l'Ouest canadien, à Calgary en particulier, où on a 2 stations pour un total de 1 million de mètres cubes jour. Les stations dans le Grand Nord, en haut, ce sont les stations en violet, sont des applications minières qui démontrent un peu la capacité dont je parlais de fonctionner dans des eaux froides. Donc, des exemples d'Actiflow dans un contexte de résilience. Je parlais de l'Ouest. La première station qu'on ait construite en Alberta, c'est la station de Red Deer, qui était une station quand même conséquente, c'est 120 000 mètres cubes jour. En 2005, il y a eu des pluies diluviennes sur tout l'Alberta et il y a eu des inondations partout. La ville de Red Deer a été la seule qui a été capable de continuer à produire de l'eau en permanence pendant cette période d'inondation. C'est une station qui venait tout juste d'être munie de la technologie Actiflow. Vous voyez ici, on a un mois, le mois de juin 2005. Et vous voyez que à peu près du 18 au 23 juin, on a eu une pointe d'inondation qui a mené à une turbidité qui s'est rendue à 2500 NTU. Si on regarde, même en faisant le zoom à droite pendant l'inondation, la turbidité qui en temps normal était de l'ordre de 0.4, 0.5 NTU, est restée, n'a jamais dépassé 2, ce qui fait que la station a pu continuer à produire son 0,1 NTU à l'eau filtrée. Ça avait relativement impressionné les gens en Alberta et c'est suite à cela que la ville de Calgary s'est équipée de la technologie. Bien lui en fut, parce que vous voyez ici en 2013, c'est-à-dire, je crois, à peu près 2 ans après la mise en route de leurs unités, un autre événement climatique majeur a frappé l'Alberta. Et vous voyez à droite des photos du barrage Glenmore, d'où la station du même nom, Glenmore, tire son eau brute. Eh bien, vous voyez la qualité de l'eau, la couleur de l'eau qui passe et donc le défi auquel les traiteurs d'eau étaient confrontés. Pour faire un résumé, un overview rapide, ici on a 13 ans de données. On voit en rouge les pointes de turbidité à l'eau brute sur l'échelle de droite ici. Donc, on voit que au cours des années 2002, 2005, ça c'est justement
la même inondation dont je parlais en juin 2005, hein, dont on montrait les résultats pour Red Deer tout à l'heure. 2008, c'est des pointes de l'ordre de 1000, qui dépassaient 1000 NTU. Les points verts sont lits sur l'échelle de gauche. C'était la turbidité à la sortie des décanteurs. On voit que dans ces événements-là, la station, typiquement, se retrouvait entre 10 et 20 NTU d'eau décantée, même avec des valeurs qui dépassaient 20 jusqu'à 45. L'Actiflow a été mis en service en mai 2011. Donc, c'est la ligne bleue pointillée ici. Et on voit que par la suite, la pire inondation, le pire événement catastrophique au niveau de l'eau brute qui montait une turbidité qui dépassait 4000 NTU, eh bien, au pire, on a réussi à maintenir l'eau décantée en dessous de 5. On voit clairement ici qu'après 2011, on a un contrôle quand même beaucoup plus clair sur la qualité de l'eau décantée. Un autre exemple qui nous amène à la résilience et au changement climatique. 2016, tout le monde se souvient des graves incendies, des graves feux de forêt à Fort McMurray. C'est l'événement au Canada qui a coûté le plus cher de l'histoire au niveau de désastres naturels, des milliards de dollars au niveau des compagnies d'assurance. Le tiers de la ville a brûlé. La ville était évacuée, mais malgré tout, les pompiers étaient là derrière et essayaient tant bien que mal de contenir l'incendie. La ville venait de mettre en route ses unités Actiflow et a été capable d'opérer à 150% de la capacité de conception tout au long de la période des feux. Mais attention, on parle de 150% de capacité de conception, pas avec des eaux normales, avec des eaux chargées de cendres causées par les feux de forêt. Si on regarde l'impact des feux de forêt sur un bassin versant, on voit que lorsque, pendant la période qui suit le feu, et c'est une influence qui peut s'étirer sur des années, par la suite en disparaissant lentement, c'est clair qu'on va avoir des turbidités, des matières en suspension extrêmement élevées qui vont être générées par les feux de forêt. Et on sait que l'Actiflow, c'est un de ses points forts, de prendre ces pointes de matière en suspension. Et c'est ce qu'il a démontré en 2016. Les feux de forêt vont aussi générer une augmentation extrêmement élevée du carbone organique dissous. On peut ajouter jusqu'à 10, 20, 25, même plus de milligrammes par litre de carbone organique dissous. Ici, l'Actiflow seul étant un système physico-chimique, va faire le mieux que la chimie peut lui permettre de faire. Mais il y aurait la possibilité d'aller plus loin avec de l'absorption. Prince Albert, 2016, en Saskatchewan. Un bris de pipeline sur la rivière North Saskatchewan. Tout de suite, front de pétrole lourd. Ici, on parlait de pétrole brut, pétrole lourd. La station, bon, on n'a pas traité cette eau-là. La station a dû aller chercher de l'eau à la South Saskatchewan River, qui est une rivière avec une qualité d'eau très différente. Prince Albert est aussi une station équipée de Actiflow et elle a démontré, une fois de plus, la robustesse de la technologie pour être capable de traiter très rapidement les deux qualités d'eau de manière équivalente. Avant de, quelques semaines plus tard, de revenir à la source d'eau principale, la ville de Prince Albert a demandé à faire des essais de laboratoire sur la performance de l'Actiflow
au niveau avec des échantillons du pétrole qui avaient été, qui se retrouvaient dans la rivière et qui pouvaient ressortir du fond et se retrouver dans la prise d'eau. On a eu des résultats excellents au niveau de l'enlèvement du pétrole lourd. Mais évidemment, ici, on a des pourcentages de pétrole léger beaucoup plus faibles. Donc, par exemple, les Bitex, qui sont les éléments les plus cancérigènes au niveau des hydrocarbures, ne sont pas enlevés par l'Actiflow. Ici encore, il y aurait besoin d'un procédé complémentaire à base d'adsorption, par exemple. Les algues, rivière des Prairies. Vous reconnaîtrez à gauche la fiche de l'Actiflow jusqu'à 85 mètres/heure. Les essais pour cette fiche, la première fiche à validation échelle réelle, ont eu lieu en 2005 sur la rivière des Prairies à la station de Pont-Vieux. Et on a su qu'à cette époque, pendant que notre pilote opérait, il y a eu des canaux de dérivation de barrages d'Hydro-Québec qui ont déversé énormément d'algues dans la rivière. Et quand notre technicien est arrivé à l'usine, la station était presque arrêtée. Ils avaient des gros problèmes au niveau de leur procédé de lit de boue et les filtres colmataient. Le pilote de l'Actiflow qui était installé sur la même eau n'avait vu aucun effet et autant du niveau de la qualité d'eau que l'opérationnalité. L'Actiflow démontre une performance impressionnante au niveau de l'enlèvement des algues et ça a été démontré par des essais qui ont eu lieu vraiment partout dans le monde et sur des stations partout dans le monde, beaucoup en Europe et beaucoup aux États-Unis en particulier. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs qui est un essai qui a été fait en Floride à une vitesse de conception relativement agressive à 70 mètres/heure et qui permettait d'aller chercher des algues à une valeur qui correspond quand même à une bonne fleur d'algues de 38 000 cellules par millilitre et qui les ramenait à 125. Et pour les cyanobactéries, il y en avait un peu moins, mais aussi une très bonne efficacité. Vous pouvez constater des valeurs de 99,5 et plus d'enlèvement d'algues et 95% de cyanobactéries, qui sont des performances similaires à celles des DAF. Ici, petite image pour montrer la qualité d'eau brute dans la photo de gauche et l'eau décantée où on est capable d'aller dans la photo de droite. Les cyanobactéries, les algues peuvent s'enlever. On peut enlever les algues en tant que telles, mais il faut toujours faire attention aux toxines. Et on voit ici que, évidemment, les flottateurs sont extrêmement efficaces. Les Actiflow, les membranes, même certains traitements conventionnels vont être efficaces pour enlever les algues. Mais il faut penser à l'aspect toxine. Il faut s'assurer que le procédé ne relargue pas de toxines. Et on a des études qui ont démontré que, et je les cite en bas, j'en cite en bas, que lorsqu'il y a une concentration d'algues forte, ça induit les toxines. C'est exactement ce qui arrive dans les boues pulsées. Et les flottateurs, normalement moins, mais il faut s'assurer que le raclage de surface où les algues se concentrent soit bien effectué. L'Actiflow, lui, ne conserve pas d'aucune manière les toxines, les algues ensemble. Par contre, pour les toxines, évidemment, l'Actiflow n'enlève pas les toxines, ça prend d'autres procédés, soit de l'ozone ou de l'adsorption encore. Et plusieurs fois que je mentionne l'adsorption, ça m'amène à la technologie Actiflow Carb. L'Actiflow Carb, c'est une technologie qui combine les caractéristiques de l'Actiflow, mais dans lequel on introduit une adsorption.
le temps va me manquer, je vais passer un peu plus rapidement vers le procédé en tant que tel. Vous reconnaissez probablement beaucoup l'Actiflow tel qu'on le voit. On reconnaît toute la partie de droite, c'est l'Actiflow tel quel. Ce qui est nouveau, c'est en amont, un bassin supplémentaire qui est une cuve de contact de charbon actif. Et ici, on se retrouve avec une cuve de contact à très forte concentration de charbon actif. Les caractéristiques de fonctionnement, c'est de 1 à 5 grammes par litre de charbon actif qui sont dans le premier bassin, dans lequel on pense à un temps de contact de 5 à 15 minutes, des fois 20 minutes, selon la difficulté, selon la concentration de ce qu'il y a enlevé. On ajoute du charbon frais entre 5 et 30 mg par litre et on l'extrait pour maintenir un charbon qui va avoir toujours une masse performante à l'intérieur du bassin de contact. Les vitesses superficielles sont un peu plus faibles ici. On ne dépasse en généralement pas 40 mètres/heure, étant donné la légèreté du charbon et aussi le temps de contact qu'on veut qu'il soit important. Ça demande des taux de recirculation un peu plus élevés, étant donné la forte charge de charbon. Par contre, les bouts sont des bouts de CAP, donc sont beaucoup plus concentrés qu'un Actiflow régulier. Un des éléments qu'on veut utiliser, avec lequel qu'on veut enlever avec l'Actiflow Carb, c'est le carbone organique total. C'est sûr, c'est pour aller au-delà des performances de la coagulation. La coagulation, on connaît bien tous le tableau de l'EPA qui donne, en fonction de la concentration en matière organique et l'alcalinité de l'eau, les pourcentages d'enlèvement qu'on peut atteindre. On voit que ça varie entre 15 et 50 %, ce qui n'est pas souvent suffisant pour garantir des trihallométhanes, des sous-produits de désinfection à un niveau acceptable. Au Québec, on vise 80 microgrammes litres pour les THM, 60 pour les AHA. Selon les qualités de matière, selon la nature de la matière organique, on sait par expérience qu'on vise un carbone organique total de l'ordre de 2 pour atteindre ces valeurs-là. Alors, si on a des matières en suspension élevées ou des matières organiques très élevées, on peut se retrouver avec un système qu'on appelle un Actiflow Twin Carb, où on met un premier Actiflow qui fait le travail normal de tout Actiflow que l'on connaît, qui va enlever la turbidité, les matières en suspension flocculables, les matières organiques flocculables aussi, va travailler sur la couleur, les algues, le fer, le manganèse. Et l'Actiflow Carb, lui, vient chercher ce qui est non flocculable. Il va finir le travail sur la matière organique et, étant donné qu'il a les capacités du charbon actif, il va aussi travailler sur les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les goûts et odeurs et les toxines algales. Donc, on voit ici un peu le morceau de casse-tête qui manquait dans différentes applications pour aller jusqu'au bout du traitement d'une eau complexe. On voit ici comment un Actiflow régulier va passer, par exemple, d'un carbone organique dissous de 14, peut l'amener jusqu'à 4, ce qui est excellent, à 71 %, qui dépasse largement le tableau de l'EPA. Mais après le charbon actif, la concentration importante pendant 10-15 minutes de charbon actif, on va chercher le 2 mg par litre qui manquait pour atteindre le 2 et se garantir, c'est éviter la production de trihallométhane. Des résultats aussi très probants. Ici, on a des essais sur une station à Indianapolis, une station réelle construite aux États-Unis, avec des enlèvements qu'on voit très significatifs pour les goûts et odeurs
les pesticides. Ici, on voit les pesticides des enlèvements de l'ordre de 68 à 98% selon la nature des pesticides. On a aussi une performance au niveau des différents micropolluants selon la concentration ajoutée de charbon actif. Ici, on parle seulement de l'ajout et de l'extraction de 10 mg par litre ou jusqu'à 20 mg par litre. On atteint en général jusqu'à 80% d'enlèvement des différents micropolluants, ce qui est excellent. L'actiflocarbe aussi, on n'en a pas vu beaucoup au Canada, mais c'est une technologie éprouvée. Il y a 42 stations d'eau potable pour plus d'1 million de mètres cubes jour dans le monde. 5 stations en eau usée et 12 en industriel. On va chercher beaucoup le carbone organique, le carbone réfractaire, le COD réfractaire. Il y a déjà 12 ans d'expérience dans ces installations à travers le monde. Qu'en est-il en Amérique du Nord? On a 5 stations pleine échelle construites aux États-Unis et la première au Canada, dans le port de Hamilton. Il ne s'agit pas d'une station d'eau potable, mais il s'agit d'une station qui traite les eaux draguées du port de Hamilton. Le port de Hamilton est probablement un des endroits où il y avait le plus de sédiments pollués par des organiques au Canada. Ça fait 30 ans qu'on parlait de le traiter. Et bien maintenant, ils font le dragage et l'eau de dragage est traitée par un Actiflow Twin Carb. Le voici. On voit ici dans une installation temporaire avec quand même un abri semi-permanent. On pense que ça va continuer encore. On parlait de 3 ans d'installation. Ça a commencé en 2018. C'est quand même assez conséquent. C'est un système package plant, mais on a 16 300 mètres cubes jour. C'est quand même un débit assez important. On voit ici, un des grands objectifs était l'enlèvement des HAP. On voit différents composés organiques. Et si on voit ici entre l'affluent et l'effluent, on a une performance qui dépasse les objectifs. Comme les chiffres, c'est difficile à lire, il y a beaucoup de zéros et sont des longs chiffres. On voit, j'ai pris un de ces composés et on voit vraiment comment entre l'eau brute et l'eau décantée, qui est à la sortie du Twin Carb, donc d'un Actiflow suivi d'un Actiflow Carb, comment on réussit à avoir des abattements significatifs. Station d'eau potable, j'ai eu la chance d'en visiter une très belle en France, à Rochefort, la station de Lucien Grand. Encore là, une assez conséquente station de 66 000 m3 jour, qui est aussi un Actiflow Carb. C'est quelque part au sud de La Rochelle, à peu près 30-40 minutes de route au sud de La Rochelle, ou une station avec Actiflow Carb et qui finit même par une filtration membranaire UF. On voit ici qu'on a des turbidités relativement moyennes, 20 jusqu'à 50 NTU, des couleurs qui montent jusqu'à 500, mais surtout un carbone organique dissous, pas total, dissous, en moyenne à 5,5, qui monte avec des pointes jusqu'à 8,5. Eh bien, la station atteint ses objectifs de 2 en France. D'ailleurs, il y a une norme sur le COD qui est de 2 mg par litre, justement à cause des trihallométhanes pour assurer, garantir l'enlèvement des trihallométhanes. Station au Colorado, cette fois-ci aux États-Unis, qui démontre vraiment l'enlèvement par le Twin Carb. On part d'un COD qui monte jusqu'à 13 mg par litre. Un SUVA, je le mentionne, de 1,5.
l'absorbance spécifique UV. C'est pas un très bon suivant déjà, et malgré tout, les performances, on voit qu'on enlève le COD par le premier rectiflow de 60 à 70% d'enlèvement. Mais 70% de 13, ça mène à 3,6. Ben, il faut aller même jusqu'à 4. En tout cas, le 50% de l'actiflocarbe permet de se rendre aux 2 mg par litre. Une dernière station, la station de Nantes, usine La Roche. Alors celle-là, beaucoup plus importante, on est rendu dans le 160 000 m3 jour. Encore une eau avec bon défi, 350 NTU de turbidité, COT qui monte jusqu'à 20 mg par litre, du fer, manganèse et des pesticides. Il y a une belle petite molécule de glyphosate à droite qui est assez présente dans l'eau. Ça fait une belle chaîne de procédés. On commence par de l'ozone pour oxyder les métaux, suivi de la clarification actiflow et de l'actiflocarbe qui permet d'atteindre les performances requises pour cette station, suivi par une simple filtration à sable. On voit ici la station actiflow. On voit les hydrocyclones avec sur l'actiflocarbe avec les conduites d'effluents qui se séparent vers la recirculation du microsable et l'extraction vers, pas du microsable, l'extraction du charbon et la recirculation du charbon. On voit ici qu'on part de valeurs élevées de TOC. L'actiflow fait une très bonne partie du travail, mais se rend quand même au-dessus de 2 mg par litre. Et à l'actiflocarbe, on atteint l'objectif. En conclusion, le changement climatique apporte des modifications extrêmes aux caractéristiques des eaux brutes. La résilience des villes demande d'utiliser des traitements robustes et de s'allier à des partenaires d'expérience. Et nous sommes convaincus, de par notre expérience à nous, que l'actiflow et l'actiflocarbe sont des technologies qui rencontrent ces caractéristiques et qui permettent de maintenir la qualité et la quantité d'eau dans des conditions extrêmes, comme celles que nous avons regardées ensemble au cours de des dernières 35 minutes à peu près. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci Christian. C'est très bien. Écoutez, on va rentrer, bon, il est déjà 2h40. Nous allons entrer dans la période de questions si certains sont encore intéressés. J'ai répondu à certaines d'entre elles pendant la présentation. Je vais quand même peut-être en avoir une ou deux qui peut être intéressante pour, disons, l'auditeur. Alors, Christian, jusqu'à quelle concentration de MES l'actiflow peut-il fonctionner? Bon, vous verrez, vous avez vu quelque part à certains endroits, je vais parler du pourcentage de recirculation, en particulier dans l'actiflocarbe. Je disais, puisque nous avons une concentration de charbon en amont qui était de l'ordre de 2000 à 5000 mg par litre de charbon actif en poudre, alors là, on a de la recirculation qui sera à peu près jusqu'à 12%. La recirculation est importante. On est obligé d'avoir un niveau de recirculation un peu élevé. Mais on voit que déjà, autant dans les exemples que j'ai présentés à Calgary, autant dans la conception de base d'un actiflocarbe, le 5000 mg par litre est une valeur que l'on voit et que l'on voit avec succès. Plus la matière à traiter va être minérale, fine minérale type silteuse, argileuse, en général, plus on peut monter haut. Quand les matières organiques, c'est plus des matières organiques, ben là, il faut, en tout cas, la conception doit être faite en conséquence. On a déjà vu à l'extrême une application minière où c'est carrément de la poussière de pierre. On est capable de fonctionner jusqu'à 10 000 mg par litre. Mais dans une application municipale, on n'annoncera pas des valeurs pareilles. Parfait.
Donc, deuxième question, on va peut-être prendre seulement 3 questions. Alors, Christian, est-ce possible de convertir un ActiFlow conventionnel en ActiFlow CARB? Absolument. Comme vous avez vu sur le graphique, sur le diagramme qui montrait l'ActiFlow et l'ActiFlow CARB, je vous mentionnais que la différence, c'était un bassin en amont, qui était le bassin de contact du charbon actif en poudre. Ce bassin-là doit être ajouté en amont de l'ActiFlow existant. Et évidemment, il va y avoir des modifications à faire sur le réseau de recirculation. Donc, on va peut-être changer l'hydrocyclone, on va peut-être changer la tuyauterie de recirculation étant donné les débits requis, mais c'est une modification mineure là, de l'ActiFlow existant. Très bien. Autre question, Christian. Le dosage de CAP dans l'ActiFlow CARB est-il similaire à un dosage de CAP à perte en amont d'une décantation? Il y a eu des essais comparatifs qui ont été faits de ça au moment où la technologie ActiFlow CARB a été développée, validée, testée. Il y a eu des pilotes qui ont été faits en parallèle et on constate que l'efficacité de l'absorption est vraiment augmentée par le système avec recirculation, étant donné la très forte concentration de charbon dans le bassin en amont, qui est, comme je répète, entre 2 et 5 000 mg par litre. Cette période de contact est beaucoup plus importante et il y a beaucoup plus de pores disponibles. Et si on fait le bon dosage de charbon frais et l'extraction, en général, on arrive à l'équilibre, à une performance équivalente avec un dosage de charbon frais inférieur. Parfait. Écoutez, je viens d'avoir une question qui vient de rentrer. Étant donné qu'il reste quand même beaucoup de participants, je vais la poser. Je vais répondre un peu et Christian, tu pourras rajouter. Donc, la question est la suivante. Bonjour, pour la vitesse de décantation de l'ActiFlow sur votre fiche, la vitesse autorisée de 40 mètres à l'heure, est-ce que le MELCC autorise à aller jusqu'à 85? Alors, d'abord, la technologie d'ActiFlow est conventionnelle, donc à 40 mètres à l'heure. Et les tests qu'on a réalisés il y a déjà plusieurs années pour aller à 85 mètres à l'heure, on a eu une fiche initialement qui était validation à l'échelle réelle. Et maintenant, si je ne me trompe pas, Christian pourra confirmer, mais on est rendu standard. Alors, on est conventionnel, si on veut, à 40 mètres à l'heure. Et maintenant, Christian confirme, on est à une fiche standard à 85 mètres à l'heure. C'est bien ça? Tout à fait. On a notre fiche standard depuis qu'on a fait les 12 mois de validation sur la station Desjardins à Lévis. Donc maintenant, c'est une technologie standard. Tout à fait. Alors voilà, écoute, merci Christian, merci à tous de votre présence. On espère que ce fut intéressant pour vous. Et voilà, on vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci. Merci Christian.